Tout d'abord, je parlais de ces processus de paix. Il y a Doha, il y a au Qatar, il y a Washington, il y a le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo, le président Faure Gnassingbé, le président togolais. On est un peu perdu dans tous ces processus. Comment ça fonctionne? Est-ce que Doha et Washington sont liés? Quel est le rôle de Faure Gnassingbé? Mais j'ai envie de dire que tout est lié et tout converge vers un seul objectif qui est le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra qu'au 15 décembre 2024, nous étions à Luanda et le président rwandais n'est pas arrivé pour apposer la signature à l'acte qui devait mettre fin à un long processus de discussion. Et depuis, vous avez vu les événements de Goma. On ne saurait peut-être pas y revenir dans le détail, mais vous avez vu l'ampleur de la violence qui s'en est suivie. Et donc, aujourd'hui, au regard justement de la sensibilité du sujet, de la nature du pays qui est touché, parce que je dois rappeler ici que bien au-delà des questions de la guerre que nous avons dans l'Est, la République démocratique du Congo, c'est le pays qui est au premier plan aujourd'hui pour tous les problèmes qui concernent notamment la protection du climat, pour tout ce qui concerne transition énergétique, parce que parallèlement à cela, nous restons les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Ça, c'est une autre parenthèse dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, il était important que tous les efforts qui sont consentis au niveau de la région, notamment autour du président angolais, puissent Mais donner du résultat. Mais ça Et n'a donc, pas donné de résultat, justement. On a vu que ça a été un échec. c'est- Nairobi a été un échec, Dar es juste- Salaam aussi. c'est justement la perception que vous avez. Nous ne parlerons Ça pas... n'a pas abouti. nous- Par nous- exemple, nous- excusez-moi deux secondes, Allez-y. juste 2 secondes. Vous l'avez dit vous-même, le président rwandais ne s'est pas rendu à Luanda. Il s'est rendu pourtant à Doha. Mais il ne s'est pas rendu à Luanda. Après n'est pas s'être rendu à Luanda. Vous avez vu la vague des sanctions. Aujourd'hui, seuls les peuples rwandais peuvent en assumer les conséquences, malheureusement, du mauvais choix qui avait été fait par leur président. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'échec parce que, qu'on ne vous trompe pas, le fondement de ce qui se discute à Doha comme à Washington, et d'ailleurs, tous ces processus sont complémentaires. Donc Il y vous a un croyez processus- que Faure il y a un Gnassingbé, le processus- président togolais, a toujours un rôle à jouer, que l'Union africaine a toujours un... mais laissez-moi vous répondre parce que la base à partir de laquelle les discussions se font, elle est venue d'où? Elle est venue de Luanda, parce que c'est les grands acquis, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons mis presque 2 ans à discuter autour de la médiation angolaise, autour de toutes les problématiques qui ont été des prétextes faux avancés par les Rwandais pour lesquels il y a des réponses. Lorsque vous regardez les 6 piliers de la déclaration de principe qui a été signée à Washington, entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue rwandais, vous allez voir que le premier point sur lequel nous revenons et sur lequel nous ne transigerons jamais, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et dans les 6 principes, on a résumé toutes les problématiques qui ont fait l'objet des discussions précédentes. Et ici, grâce au pragmatisme justement du gouvernement américain, ils viennent donner un appui au processus, un processus qui a été porté par l'Union africaine et qui est toujours porté par l'Union africaine. Et donc, il y a évidemment ce qui s'est fait maintenant à Washington ou à Doha, qui peut être considéré comme des accélérateurs, mais les processus principaux, c'est des processus qui est mené par l'Union africaine et tous les autres, c'est des pays qui viennent appuyer pour régler une crise qui a des conséquences mondiales. On a compris que l'Union africaine était toujours dans le jeu de ce processus de paix. Vous avez parlé il y a quelques instants de points sur lesquels vous ne transigez pas, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous êtes pourtant revenu sur une chose qui était quand même assez présente dans le discours, notamment du président Félix Tshisekedi, c'est le fait de ne pas dialoguer avec le M23, qui était considéré comme des terroristes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a des actes qui ont été posés sur lesquels on ne peut plus revenir aujourd'hui, parce que nous avons un conflit qui a plusieurs étapes. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a une composante judiciaire qui est déjà mise en place, qui établira les responsabilités les moments venus. Mais il faut regarder la dynamique de la crise, comment elle a évolué, lisez la résolution 2773, lisez toutes les décisions des sanctions contre le Rwanda. Il y avait une recommandation qui avait été faite à la République démocratique du Congo, celle des discuter avec les groupes armés, y compris le M23. Le président de la République était contre. Non, écoutez, le président... Il avait dit jamais. Le président de la République avait dit jamais, mais parallèlement à cela, c'est la clarté et la fermeté du président de la République qui a permis d'exposer toutes les œuvres nauséabondes du Rwanda et de ses supplétifs et qui a suffisamment exposé le Rwanda pour payer des sanctions, y compris européennes,
y compris européennes et de tous les pays, et qui ont aujourd'hui des impacts économiques sur le Rwanda. Donc nous avons progressé au plan diplomatique parce que ce que nous voulions, c'était que la communauté internationale reconnaisse les agissements du Rwanda. Cela a été fait de manière claire et sans embâche, et les conséquences ont été tirées. Donc au regard de cette évolution positive de la situation au plan diplomatique, il était important pour nous, pour parvenir justement à la paix qui était l'objectif, d'ouvrir la discussion à la fois avec le président rwandais, parce qu'il ne faut pas lire le communiqué de Doha qui est sorti le 23 avril sans lire le communiqué du 18 mars qui a précédé ce qui est arrivé après. Et donc là, nous avons comme des accélérateurs des processus qui avaient commencé, et aujourd'hui, c'est à quoi nous ne transigerons pas non plus, c'est pas seulement cette question de l'intégrité territoriale, mais c'est cette question de la souveraineté sur nos ressources, parce que c'est aussi l'une des raisons de la guerre qui nous est faite. Et aujourd'hui, on parle d'intégration régionale, on parle de toutes ces choses, mais toutes ces choses ne sauront véritablement se faire s'il n'y a pas de paix. Et le président de la République l'a rappelé aujourd'hui qu'il veut une paix durable, qu'il veut une paix définitive à partir de laquelle on peut commencer à bâtir les développements pour nos communautés, mais ensuite pour toutes les communautés de la région et pourquoi pas pour le monde, parce que la République démocratique du Congo est un pays solution pour les problèmes de l'humanité. Alors, vous avez parlé des ressources, vous avez évoqué plusieurs fois les ressources de la République démocratique du Congo. On sait très bien qu'elles sont au cœur de ce conflit dans l'est du pays. On parle aussi de cet accord signé à Washington. On se souvient du deal pendant la guerre... Déclaration de principe. Déclaration de principe qui aboutira le 2 mai prochain à un plan peut-être de paix. Le 2 mai prochain, les partis ont été, à la demande justement du gouvernement américain, chargés de préparer des éléments constitutifs de l'accord. Voilà. Sur base de 6 principes qui ont été présentés. On en reparlera si vous voulez dans quelques instants, mais tout d'abord, ce principe, cet accord de principe qui a été signé à Washington, on se demande aussi quelle était la contrepartie. On se souvient du deal pendant la guerre en Irak, pétrole contre nourriture. Est-ce qu'on pourrait parler d'un deal minerai contre sécurité, contre armes ? Je crois qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne, parce que l'impératif premier, et c'est l'un des engagements pris par le président américain, c'est de dire qu'il veut mettre fin à des guerres. On sait très bien que le président américain fonctionne aussi par deal. J'en arrive. La question du deal, elle est subsidiaire à la question de la paix. Il faut regarder l'approche d'abord de l'administration américaine. Dans la crise, le président Trump a choisi un conseiller principal qui a fait une visite de déminage. Entre-temps, il y avait évidemment des contacts, parce qu'il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo, avec les États-Unis, nous entretenons de liens, y compris économiques, qui sont séculaires. Et donc, il y a eu cet effort qui a été fait, il y a eu un plan qui a été préparé. Après toutes ces discussions, c'est ce qui ouvre la voie. Parce qu'il y a la volonté politique au niveau américain d'appuyer les efforts régionaux qui constituent les socles de toutes les discussions. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons esquisser la voie vers la paix. Mais il faut faire attention, madame, parce que tous ceux qui pensent aujourd'hui que ce qui s'est fait d'abord parce qu'il y a les minerais, c'est... Mais c'est ce qui s'est fait avec l'Ukraine. Ici, le président américain avait tout de suite posé sur la table les minerais et les terres rares. Je ne voudrais pas aller dans des situations de comparaison. De toute évidence, c'est quoi l'objectif lorsqu'on a la paix ? Après la paix, ce que nous voulons, c'est les développements. La volonté du président de la République, depuis les débuts, depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, c'est de s'assurer du rôle moteur donc, il n'y a pas encore d'accord avec les minerais avec les États-Unis. J'en arrive. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tous les pays limitrophes de la RDC dépendent de la situation en RDC, et pas seulement, même le monde aujourd'hui, parce que si vous regardez 20% du coltan mondial est gardé par la RDC. À Roubaïa. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui pour nous, avant d'avoir un dialogue économique poussé, de voir d'abord les objectifs de la paix, les atteindre, parce que c'est à partir de la paix qu'on aura le socle qu'il faut pour aller sur des questions de développement. Et il ne faut pas aussi croire, Madame Myriam, que les deals dont on parle, c'est un cadre global, des discussions et d'échanges et d'opportunités. Ce n'est pas des choses qui se font au claquement de doigts, c'est des choses qui se construisent dans un environnement pacifié. Et donc, vous pouvez être sûr ici d'une chose, qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo
ne sera bradé dans ces processus. Et ça, vous pouvez en être sûr. Et tous les Congolais savent la fermeté que les présidents de la République expriment quand il s'agit de protéger ce qui revient à la RDC. C'est dit, on a bien entendu. Dernière question, parce que le temps passe très vite, hélas, concernant l'ancien président Joseph Kabila, qui a annoncé son retour. Il a été perquisitionné quelques jours après l'annonce. Il est accusé d'être proche du M23. Y a-t-il des preuves solides contre lui? Son parti sera-t-il interdit? Écoutez, là, nous sommes dans un débat ou dans une discussion où nous voulons que la paix revienne. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est tous ceux qui veulent concourir à la paix. Et c'est malheureux, on a vu que le président honoraire n'a pas fait le choix de l'axe de la paix, il a fait le choix de l'axe du mal. Ses écrits en témoignent, les écrits qui consacraient son retour. Pour le reste, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'étaler davantage. Il y a des procédures judiciaires qui ont commencé parce qu'il y a un faisceau d'éléments qui établissent les liens. C'est totalement incompréhensible pour quelqu'un qui, par son passé, a eu à combattre les mêmes phénomènes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les présidents de la République, et c'est sur quoi ils travaillent, et c'est sur quoi le gouvernement travaille, c'est d'arriver à une paix définitive. Parce que les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans que ça dure et ça doit se terminer. Et donc, pour tout ce qui est fait aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'atteindre la paix. Et tous ceux qui veulent concourir justement, pour que cette paix revienne, doivent l'exprimer de manière claire, sans ambiguïté, et non pas en choisissant d'essayer lier à l'axe du mal. Très, très rapidement, il reste 10 secondes. Pour le 2 mai, y a-t-il un espoir que ça aboutisse à un vrai accord de paix durable, comme le dit le président Tshisekedi? Nous sommes optimistes, et c'est ce qui a toujours guidé le président de la République, de par sa position de fermeté. Et aujourd'hui, ce qui doit se passer le 2 mai, ce n'est pas le 2 mai la date de la signature de l'accord. Les partis vont réunir les éléments parce qu'il y a des discussions étroites qui sont engagées pour que nous puissions y arriver. Ici, et je voudrais terminer par là, il ne faut pas considérer qu'il y a plusieurs processus. Il faut considérer qu'il y a un objectif plutôt commun. C'est celui d'arriver à la paix en République démocratique du Congo. Bien au-delà de ce qui se passe dans la région, aujourd'hui, on peut considérer des pays comme les États-Unis, comme les Qatar, des pays qui viennent un peu comme des garants qui vont suivre, parce qu'il ne suffira pas de signer. Parce que signer sera l'ouverture à un processus plus complexe. Parce que pour nous, c'est urgent que le Rwanda sort ses militaires de notre sol. C'est urgent que tous ces trafics illicites qui sont à la base de la mort de millions de Congolais s'arrêtent pour que finalement, à partir de la paix, on voit ce qui peut être construit d'abord pour le Congolais, mais ensuite pour le pays voisin et pourquoi pas pour le monde, parce que nous sommes le pays solution. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment Patrick Mouyaya d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique.